OK. Bon, bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont en ligne, que les gens qui se sont déplacés pour venir dans la salle à Ouranos. Merci d'être là ce matin. Donc, bienvenue à ce webinaire séminaire Ouranos, dans lequel on va vous présenter le nouvel ensemble de simulations du modèle régional canadien du climat, version 5, piloté par CNIP6, donc MRCC5 CNIP6, produit à Ouranos. C'est un travail d'équipe, c'est le travail du groupe SAC, du groupe Simulation et Analyse climatique. Plus et moi, on fait office de porte-parole, mais c'est également le travail de Michel Giguère, de Louis Asselin, de Marie-Pierre Labonté et de Dominique Matt. OK, donc l'objectif et le plan de la présentation, en fait, l'objectif, c'est de présenter les données produites par le groupe de simulation et analyse climatique. En fait, de ça, c'est faire de la pub. C'est vraiment parce que c'est beaucoup de travail. On commence à avoir un ensemble de données respectables et on aimerait qu'ils soient utilisés. OK, mais il faut aussi, c'est pour rappeler ou expliquer les choix qui ont été faits. Okay? Parce que des fois, il y a des décisions qui sont prises et on doit vivre avec nos choix pendant de nombreuses années, peu importe qu'ils aient été bons ou mauvais, c'est avec les connaissances qu'on a au moment où on prend les décisions. Et puis aussi pour répondre à certaines questions qui sont posées ou non, parce que des fois, on entend des choses même à Ouranos et je pense que c'est bon de ramener les choses un petit peu sur le devant de la scène. Donc, la présentation, bon, introduction, on est pas mal dedans. Je vais présenter les choix des scénarios d'émission, choix des pilotes, la description des pilotes. Tout à quoi Chris va prendre la relève pour vous montrer plein de cartes. Et vraiment beaucoup de cartes, qui vont vous présenter l'évaluation, donc les biais historiques des simulations, les biais systématiques et aussi l'évaluation historique. Donc, les MRCC entre erreurs principalement, et aussi voir quelle est la différence, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des simulations régionales par rapport aux simulations pilotes. Ensuite, présenter les cartes de changement climatique par période et niveau de réchauffement, et aussi vous montrer quelles sont les différences entre l'ensemble qu'on avait MRCC5 CNIP5 et l'ensemble actuel MRCC5 CNIP6. Ensuite, je vais revenir pour parler brièvement d'accès aux données et pour conclure. Okay. Donc, les simulations produites au Ouranos, la première chose que je veux faire, c'est utiliser la charte qu'on avait faite il y a quelques années. Montrer parler de la mission spécifique de SAC, donc simulation et analyse climatique. Donc, c'est d'appuyer les projets en produisant des données climatiques régionales de pointe pertinente et en fournissant l'expertise nécessaire afin d'utiliser les données de façon adéquate. Donc, ça fait partie vraiment de notre mission de produire de manière opérationnelle des simulations avec le modèle régional canadien du climat. Donc, pour rappel, toutes les simulations sont produites avec le MRCC, qui est développé à l'UQAM par le Centre ESCAR, mais basé sur le modèle GEM, qui est le modèle de prévision numérique du temps d'Environnement Canada. La version opérationnelle qu'on utilise actuellement, c'est le MRCC5, qui est basé sur GEM 3. Et il y a le MRCC6 GEM 5, qui est la version en développement dans le cadre du projet STACHER, qui est basé sur GEM 5, évidemment. Donc, une forte collaboration entre l'UQAM et Ouranos sur ce plan. Mais tout ce que je vais vous présenter ici, ce sont des simulations faites avec le MRCC5. Les simulations sont produites sur le domaine aminocordex, donc c'est vraiment l'Amérique du Nord en entier. La résolution, c'est de 0.11, donc à peu près 12 km. Okay? On archive plusieurs variables 2D aux heures. Toutes les autres sont aux 3 heures d'information. Donc, les choix des scénarios d'émission. La façon de procéder dans SAC, c'est de suivre les recommandations de Cordex, qui est le projet de coordination internationale pour les simulations régionales. Et bon, j'ai mis ici l'extrait du deuxième Second Draft ébauche maxi, qui date de février 2021, dans lequel il stipulait que le choix des scénarios, c'était SSP 370 et SSP 126. Okay? Et c'est donc ces scénarios-là que nous faisons en priorité. Je vais vous rappeler, donc, c'est quoi les scénarios d'émission? Évidemment, c'est les concentrations de gaz à effet de serre, de particules aérosols, l'utilisation des sols. Je ne veux pas faire un long exposé sur les SSP, les RCP, ce n'est pas l'objet de cette présentation-ci, mais je remercie David pour la figure que vous voyez à droite, dans laquelle on voit donc le forçage réalisatif tant des RCP qui étaient utilisés dans CNIP5 que des SSP qui sont utilisés dans CNIP6. Okay? Donc, on voit par exemple que le RCP 8.5 en haut n'est pas tout à fait équivalent au SSP 585, mais comme je vous dis, ce n'est pas l'objet de cette présentation-là, on pourra en discuter éventuellement, c'est un sujet très intéressant
mais là, ce n'est pas le but de la présentation actuelle. Juste pour dire que donc, nous, ce qu'on tourne en priorité, c'est SSP 370 et SSP 126, peu importe les décisions qui sont prises dans d'autres circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'autres scénarios, mais notre priorité, c'est vraiment de suivre les standards internationaux. Donc, après ça, on a un modèle régional, on a besoin de données pilotes. Bon, c'est là que ça se complique un petit peu. Multiples critères qu'on regarde. Cette figure-là, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre la référence. Donc, ça montre la sensibilité climatique à l'équilibre des modèles de CMIP 5 à gauche et des modèles de CMIP 6 à droite. Okay? Et la sensibilité climatique, c'est un de nos premiers critères. Donc, pour couvrir l'incertitude associée au modèle global. Et ensuite, le deuxième critère, ça a l'air un peu drôle, mais c'est des relations avec les centres climatiques qui produisent les données. Je vais revenir là-dessus après. Dans le cadre de CMIP 5, des modèles qu'on avait choisis pour couvrir un peu l'ensemble des réchauffements possibles avec les différents modèles sont montrés là. Donc, il y a le CANOCM2 qui provient du Centre climatique canadien Victoria, il y a le modèle du MPI, le modèle du CNRM qui est produit par Météo France et il y a le GFDL qui vraiment passe une sensibilité un petit peu plus basse. Okay? Et comme, c'est ça. Donc, quand on est arrivé, puis quel modèle on choisit avec CMIP 6, notre premier critère, c'est la relation avec les centres climatiques. Et pour nous, il allait de soi de faire des simulations avec le modèle canadien. Pour différentes raisons. En fait, c'est une équipe qu'on connaît depuis longtemps. C'est une équipe de chercheurs très rigoureux, auxquels on a une grande confiance. Et en plus, c'est le modèle canadien. Pour moi, ça va de soi un peu que le modèle canadien fasse aussi les simulations avec le modèle Poisa Victoria. Mais c'est aussi des gens avec lesquels on a d'autres projets. Des projets de recherche. Et le fait de collaborer avec eux, ça permet d'aller aussi d'explorer ces avenues-là, de manière vraiment, de poursuivre la collaboration. Sauf que c'est sûr que quand on voit les sensibilités climatiques, le modèle CANOCM5 est un des modèles les plus chauds. C'est sûr, on va en reparler un petit peu plus tard, là, mais pour nous, ça faisait quand même partie de l'ensemble. Le deuxième centre avec lequel on a de bonnes relations, c'est Météo France. Okay? Au fil des années, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, avec différentes personnes là-bas. Encore une fois, c'est un modèle, ce sont des chercheurs que l'on respecte, qui ont une très bonne réputation, et c'est un bon modèle. Donc, et la sensibilité climatique est assez différente de CANOCM5. Donc, OK, parfait. Donc, ces deux modèles-là, c'est un peu établi. Donc, à moins d'avoir vraiment des problèmes avec les données ou quoi que ce soit, ce sont des gens avec qui on veut poursuivre les collaborations. On a regardé ensuite les deux autres centres qu'on avait pris auparavant, le GFDL et le MPI. Et là, il est arrivé quelques petits problèmes parce qu'ensuite, il y a d'autres critères qui apparaissent, des critères très, très, très concrets. Okay? C'est beau dire, moi, j'aimerais couvrir l'ensemble. Ça, il y en a, okay? Les données pour se piloter, parce qu'il faut comprendre que les données pilotes, les données des GCM, ils doivent archiver certaines données spécifiques pour que les modèles régionaux puissent faire les simulations. Des fois, les données ne sont pas disponibles. Peut-être qu'ils sont quelque part dans l'univers, mais sur le SGF, qui est le centre de distribution de CMIP, on ne les a pas trouvés. Okay? Ça fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut investir énormément de temps pour essayer de corriger ça, mais à un moment donné, on essaie aussi d'être efficace. Donc, celui-là, on dit, on abandonne, on va essayer de trouver. Ensuite, il y a les incompatibilités techniques. Okay? Il y a certains modèles qui ont une très bonne réputation avec lesquels on voudrait bien travailler, mais qui ont un calendrier qui n'est pas compatible avec le calendrier du MRCC. Il y a des modèles globaux qui ont des calendriers de 360 jours, donc 12 mois de 30 jours. Ça ne fonctionne pas avec le MRCC. Et oui, encore une fois, on pourrait passer plein de temps à développer tout ça, puis on essaie d'être plus efficace, et comme on a le choix d'autres modèles, on le laisse tomber. Ensuite, il y a l'espace requis. Au départ, on voulait utiliser, par exemple, le MPI, la version haute résolution. Mais on est assez limité dans l'espace qu'on a, l'endroit où on fait les simulations sur Béluga et Narval. Ça fait que si on amène les données de pilote là, il va falloir qu'on passe notre temps à gérer l'espace des données de pilote. On les met, on les enlève. On ne peut pas les laisser quand on tourne autre chose. C'est ingérable. Okay? Avec l'espace, si on avait plus d'espace, ce ne serait pas un problème. Mais pour nous, c'est une difficulté. On ne peut pas gérer ça. Et ensuite, il y a la fréquence horaire, un autre détail technique, mais la version moyenne résolution du 2, il archive les données au 3. On a besoin des données au 0, 6, 12. Les autres archivent au 3, 9, 15. C'est un détail, OK? Mais ça fait qu'il faudrait tout qu'on interpole
leur données de manière temporelle. On est face aux interprétations temporelles de leurs données pour qu'ils soient ingérables par le modèle. Oui, c'est possible, OK, on peut le faire, mais encore une fois, c'est des manipulations dans lesquelles on n'a pas nécessairement envie de se lancer. Ce qui fait qu'au total, bon, on a abandonné le GFDL, puis on a abouti avec le NOR-ESM, la version plus basse résolution, pour toutes les raisons que je sais présenter. Bon. Ça, c'est les choix pratiques. Okay? Maintenant, qu'est-ce que ça donne, ces choix-là? Donc, on est allé regarder, on a utilisé le programme GCM-IVAL pour regarder les changements de température de précipitation avec le SSP 585, mais pour voir si on couvre un petit peu la variabilité qui est avec nos choix de GCM. Okay? Est-ce qu'on va explorer l'ensemble des incertitudes, l'ensemble des possibilités de changement climatique avec notre petit ensemble de 4 données, de 4 modèles pilotes pour l'instant? Okay? Et c'est ce qu'on voit ici. En fait, donc, les croix en passe, ce sont tous les modèles. OK? Puis ensuite, il y a eu des évaluations par rapport aux modèles qui ont les meilleurs scores avec les observations et les roses qui ont les pires scores. OK? Par évaluation actuelle, mais ce qu'on voit là, c'est le changement climatique, donc changement de température ici et changement de précipitation. Et avec nos 4 modèles, donc il y en a 3 qui sont dans les verts, il y en a un qui est dans les roses, mais on couvre 77 de la variabilité au point de vue de la température et 85 de la variabilité au point de vue de la précipitation. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'essaie pas de reproduire exactement la même chose avec chaque modèle pilote. Okay? On veut avoir une variabilité. Bon, ça fait partie, parce qu'on c'est facile de dire on exclut tel modèle ou pas, mais en fait, ce qui va devenir vraiment, ben, on ne le sait pas, fait qu'on veut couvrir ça, mais en ayant conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, ça, c'est pour le monde. On a aussi regardé pour l'Est de l'Amérique du Nord, c'est la région définie par le dernier rapport de l'IPCC du GIEC. Et à ce moment-là, pour l'Amérique du Nord, on couvre 54 de la variabilité de la température et 56 de la variabilité pour la précipitation. Donc, avec un choix de 4 modèles, c'est quand même pas pire. Ça pourrait être vraiment pire que ça. Donc, ça, c'était pour nous, ça a passé le test. Ça a passé le test, mais en fait, il faut aussi avouer qu'on est un peu mal pris si ça ne passe pas le test parce que les simulations sont des fois déjà terminées ou déjà en cours et tout ça. Mais bon, ça fait partie un peu des contraintes qu'on a. Ensuite, il y a, par rapport au suivi des modèles pilotes, il y a une publication très intéressante qui est publiée par Merrifield en 2023 qui fait une évaluation, une partition des membres des modèles de CMIP6 selon différents critères. En fait, avec comme des rayons de similarité, regardez la distance intermodèle et regardez les familles entre les modèles. Parce que ce n'est pas parce que 2 modèles ont des noms différents qui sont très éloignés. Des fois, c'est vraiment à peu près le même modèle, juste tourné par une institution différente ou il peut y avoir d'autres critères comme ça. Fait que là, encore une fois, pour nous, comme c'est important de représenter la variabilité des modèles disponibles, on a regardé les 4 modèles qu'on a choisis se retrouvaient dans quelle famille, est-ce qu'ils étaient tous dans la même famille ou séparés? Et bon, ce n'est pas un hasard, mais on est quand même vraiment content. On se retrouve avec, donc, je mets ma souris ici, mais je ne vois pas là. Donc, on voit en fait que le Nord SM se retrouve dans la famille ici, que le modèle du CNRM se trouve dans cette famille ici, que le MPI se trouve dans cette famille ici, et en fait que le CAN-LCM5 qui est sa propre famille, il est tout seul. Okay? Et c'est ce qu'on voit en fait sur la figure de droite qui regarde la distance intermembre en fait multidimensionnelle. C'est ça. Donc, on peut dire qu'en fait qu'on arrive à bien couvrir la représentativité des modèles de CMIP6 avec nos 4 modèles, encore une fois. Okay? Bon, c'est sûr que suite à ça, on dit, bon, OK, on a évalué un peu la sensibilité climatique des modèles, c'est différent, les familles et tout ça. Mais là, il faut aussi regarder, est-ce que les modèles ont des défauts majeurs, parce que ça pourrait être une raison de les exclure. Mais là, je vais vous avouer que ça se complique, OK? C'est sûr que de dire le modèle est trop chaud, on peut l'exclure, oui, mais on est, bon, facile, mais comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire, mais là, on peut regarder les biais des modèles. Et là, on a regardé, bon, vous voyez les biais principaux des différents modèles qui sont écrits ici, donc pour CAN-LCM, MPI, CNRM, NOR-ESM. Comment dire? C'est très, très, très difficile. Il n'y a pas de biais majeur qui sort. Il n'y en a pas un
qui est complètement dans le clos. Tous les modèles ont des forces et des faiblesses et c'est très difficile, en fait, de comparer les modèles entre eux parce qu'il y a assez peu de publications qui regroupent tous les modèles pour regarder vraiment s'il y avait des raisons de les exclure ou pas. Tranquillement, ça va venir, mais pour l'instant, c'est difficile. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des raisons majeures d'exclure les modèles par rapport à l'évaluation en climat actuel? On n'en a pas trouvé. Il y en a qui ont des surestimations des précipitations, il y en a qui ont des sous-estimations des précipitations, un peu, ils ont des biais chauds en Arctique, mais froids dans l'Ouest canadien. Ce genre de choses-là, il n'y a aucune raison majeure d'exclure les modèles pilotes qu'on a choisis. Et juste pour suivre là-dessus, comme je dis, il y a certaines publications qui font, par exemple, l'analyse, ce que je montre ici, c'est pour Sea Ice Extent, donc le couvert de glace en Arctique. Puis on dit, OK, est-ce que nos modèles sont bons ou ne sont pas bons? Mais en fait, tous les modèles qu'on a choisis ne sont pas tous dans l'article. Ce qui fait que ça devient, encore une fois, est-ce qu'il y a un autre article qui va être fait, qui va inclure tous les modèles? Il faut que nous, on fasse toutes les analyses. À un moment donné, ça devient au-delà de nos capacités. Ça devient la même. Là. Fait que, nous disons, on a regardé un petit peu, est-ce qu'il y a des raisons d'exclure nos modèles pilotes? Bien, on n'en a pas trouvé. Fait qu'on continue avec. C'est ça. C'est ça. Donc, on a nos modèles pilotes. Je ne décris pas en détail les modèles pilotes, mais ils ont toutes des résolutions différentes. Et ça pourrait aussi être un critère qu'on n'a pas choisi d'appliquer pour exclure des modèles. Donc, les modèles n'ont pas tous la même résolution. Ce n'est pas parce qu'on est rendu à CNEP6 que tous les modèles roulent à 100 km de résolution. C'est ce que vous avez en tête, oubliez ça. Il y en a qui ont des résolutions quand même relativement grossières. Ce qui fait que l'approche qu'on prend, c'est plutôt de définir un domaine fiable. Autrement dit, basé sur l'article de Dominique Matt et al. 2017, on a fait une analyse sur le développement spatial des échelles qui sont résolues par le modèle ARNT et qui dépendent du saut de la résolution, donc entre le pilote et le modèle régional. Donc, ça demande d'exclure une zone supplémentaire par rapport au domaine libre. Okay? Ce que ça donne, c'est la figure que vous voyez ici. Donc, vous voyez en fait le domaine libre et vous voyez différentes boîtes qui correspondent aux différents modèles pilotes. Et selon la résolution du modèle pilote, il faut exclure une bande supplémentaire. Okay? Le modèle qui a la résolution la plus grossière, c'est le CAN-ECM5, c'est la boîte noire. Et donc, vous voyez qu'il faudrait en fait exclure à peu près tout l'Alaska. Dans les données qu'on fournit, on n'exclut pas cette zone-là. On va fournir, en fait, c'est comme un masque, dire voici ce que vous devriez exclure, parce que ça devient, encore une fois, trop de manipulation par rapport à ce qu'on va faire, mais l'information, elle va être disponible. Okay? Mais on s'entend que pour le Québec, il n'y a pas de problème, là, et de manière générale, pour l'Amérique du Nord. Évidemment, la bande est plus grosse à l'ouest, parce que c'est par là que l'entrée, que l'inflow arrive du modèle pilote. Okay? Ça, c'est vraiment c'est une bretelle supplémentaire, en fait, pour être certain de vraiment avoir les échelles qui proviennent du modèle régional. Okay? Donc, ce qui fait que concrètement, qu'est-ce que ça donne? L'état des simulations qu'on a actuellement. Donc, on a fait évidemment avec la 5 des simulations R5, on a fait 2 membres, en fait, une simulation jumelle pour tester la variabilité interne du modèle régional. Donc, on a nos 4 pilotes. Il y en a 3 qui sont très, très, très avancés, qui sont même en fait terminés pour les SSP 126 et 370. On a également commencé à faire des simulations 2, 4, 5. Je vais revenir là-dessus à la toute fin. Il y a celle avec le CNRM qui est en cours présentement. Le Nord ELCM2, je vous dirais que, bon, j'en ai parlé comme si c'était beau, on a certains problèmes, ce qui fait qu'on est en train d'évaluer si on va pouvoir le conserver ou pas. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, il semble avoir une certaine... Soit qu'il y a vraiment une technique, on a fait une gaffe quelque part, ou qu'il y a une incompatibilité entre le Nord ESM et le MRCC pour je ne sais pas quelle raison. Mais les premières évaluations qu'on a faites, on a commencé les simulations, mais disons que pour l'instant, on continue avec le Nord ESM2, mais si jamais on n'arrive pas à résoudre les problèmes qu'on a, en fait, il pleut pas. C'est quand même un problème majeur. C'est ça, on travaille là-dessus, mais il n'est pas impossible qu'on doit chercher un autre pilote. Et là, ça va être à la recherche de données. Est-ce que les données sont disponibles? Est-ce qu'il y a des incompatibilités techniques? Et tout ramener, convertir et tout ça. Donc, c'était la partie blabla.
Ah oui, il y a une chose super importante que j'ai oublié de dire au tout début. OK. La personne qui a réservé le séminaire a mis 2 heures. Okay. Nous, on n'avait pas prévu 2 heures. J'ai réalisé ça il y a, je pense, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est ça. Mais sauf que là, bon, on a 2 heures, on prend un petit peu plus notre temps, OK? Mais ce n'est pas supposé durer 2 heures. Je voulais le dire au début, je me suis dit, je vous dis. C'est ça. Ça fait que, on va avoir les questions à la fin, moi qui ai vraiment une question urgente, brûlante. C'est ça, sinon je vais passer la parole à Chris pour la partie visuelle, disons, colorée des cours. Merci Dominique. C'est ça, comme Dominique a dit, j'ai beaucoup de cartes à vous montrer. Pour les détails, les fins détails de chaque carte, la présentation va être disponible après. Sinon, je peux aller dans le détail pour combler le 12 heures, 2 heures. Je pense que ce serait un peu intéressant. Donc, on va peut-être essayer de déplacer le truc parce que les gens ici, parce que comme il y a beaucoup d'informations. Oui, ça va réapparaître, je pense. Oui, mais bon, on va essayer. C'est ça, j'ai présenté au début les différents billets du modèle utilisant les simulations pilotées par la réanalyse RA5 avant de passer au changement climatique. Donc, en rappel, il y a différents billets en fait, dans les simulations régionales. Il y a ce qu'on appelle le billet structurel, donc le billet qui provient du modèle du MRCC5 lui-même. Ça, on l'évalue avec les simulations pilotées par la réanalyse. Donc, dans ce cas-ci, on a, par exemple, la température moyenne sur 30 ans. À gauche, c'est de la simulation MRCC5 pilotée par la réanalyse. Et si on soustrait la climatologie de RA5 lui-même, on va sortir ce qu'on appelle le biais structurel. Ensuite, si on pilote le modèle par un modèle global, un modèle de circulation générale, un GCM, on va avoir une climatologie un peu différente parce que le modèle pilote a ses propres biais aussi. Et si on a soustrait la climatologie de RA5 qu'on utilise comme les observations, c'est pas exactement des observations, mais c'est proche. On va avoir le biais total de la simulation. Donc, ça inclut le biais structurel qui vient du modèle régional et une partie qui vient du modèle pilote. Et finalement, on peut aussi évaluer individuellement le biais provenant du pilote en comparant nos simulations pilotées par réanalyse et nos simulations pilotées par le GCR. Donc, le biais structurel du MRCC5 a déjà été évalué, en fait, il y a plusieurs années quand le modèle est sorti, utilisant différentes données de réanalyse. Mais ici, je présente des cartes comparant notre simulation pilotée RA5 avec les données de RA5. Donc, dans ces cartes, on a les 4 saisons. Donc, d'IGF, c'est l'hiver, printemps, été et automne. Et c'est ça, c'est le MRCC5 piloté RA5 moins les valeurs de RA5. Et dans chaque carte, vous allez voir, il y a des points pour les points de grille avec les valeurs maximales, minimales dans chaque carte. C'est des détails, mais c'est ça. Donc, en général, on voit qu'avec le MRCC5, on a un biais froid, surtout dans l'ouest du continent en hiver, dans les Rocheuses. On voit un peu les détails avec les montagnes. En fait, on a, comme Dominique a dit, c'est à presque 12 km, donc c'est à plus haute résolution. La dernière génération, c'était à 0,22, donc autour de 25 km. Donc, on voit les biais dans les montagnes. C'est difficile, la topographie, toujours. Et en été, on a un biais chaud, en général, sur le centre du continent. Mais en général, les biais de température ne sont pas énormes en termes des biais qui viennent du modèle. Avec les précipitations, c'est la même chose, mais ici, c'est en pourcentage. Donc, c'est ça. Généralement, on a un biais un peu humide, surtout dans l'est du continent. Sur le Québec, c'est pas énorme. Dans l'ouest du continent, en été, on a un biais sec. Et ce phénomène, vous ne voyez pas le phénomène-là, c'est en fait en lien avec le saut de résolution, donc le domaine fiable que Dominique présentait. Dans le fond, on a un biais sec, on n'a pas assez de tempêtes qui passent par ces régions-là. Et vous voyez que c'est un peu là où le courant gelé se trouve.
Mais c'est ça, ça ressemble beaucoup à ce qui a été présenté il y a quelques années dans des articles évaluant le MRC6. Donc là, je vais passer à l'évaluation des simulations pilotées par les différents GCM. Donc ici, c'est la température en hiver. Ici, c'est les biais des pilotes eux-mêmes, des modèles pilotes des GCM. Et vous voyez que les quatre pilotes ont des biais différents. C'est ça, par exemple, le CNRM a un biais chaud sur le Québec, alors que le CanASM5, le biais est plus faible. Mais c'est ça, les biais sont très différents. Donc, après, quand on va piloter le MRC-C5 par ces modèles-là, on va avoir des biais différents, une interaction entre les biais du modèle MRC-C5 et le pilote. Donc là, en bas, c'est le MRC-C5 piloté par chacun de ces modèles-là. Et en fait, en général, on transforme les biais chauds en billets près de zéro, un peu froid, et les billets froids deviennent plus froids parce que la MRC5 introduit un billet froid dans plusieurs régions. Vous voyez que le Nord-SM2, on n'a pas encore les résultats, mais c'est peut-être intéressant de voir parce que le Nord-SM2 a un billet assez chaud sur le Canada, ce qui est différent des autres. Et en été, c'est ça, c'est un peu la même chose. On a notre billet un peu chaud sur le centre du continent qui vient du MRC-C5 et on l'ajoute au billet des modèles et ça produit un billet un peu différent. Le MRC-C5 piloté par le CNRM est très froid dans l'ouest des États-Unis et au Mexique, mais les autres simulations, les lignes ne sont pas très forts en termes des températures. Et pour les précipitations, encore une fois, les simulations, les GCM ont des billets différents par région. Il y en a qui ont des billets secs. Avec le MRCC, en général, on produit beaucoup de précipitations faibles et on finit par avoir un billet humide à beaucoup d'endroits. Notamment en Atlantique, on a un billet très humide en Atlantique. Sur le continent, encore une fois, ça varie de simulation en simulation, mais vous voyez que par rapport aux simulations modèles globaux, on a plus de billets humides, alors que les modèles globaux, il y a plus de billets secs par endroit. Alors là, on va regarder les changements climatiques avec deux façons différentes de regarder ça. Premièrement, on va simplement regarder la fin du 21e siècle, moins la fin du 20e siècle, donc les périodes de 30 ans que vous voyez sur l'écran. Et en fait, on voit tout de suite, donc ici, c'est les simulations SSP 126, donc les émissions plus faibles, les concentrations de GES plus faibles, un réchauffement plus faible dans le futur, en hiver à gauche et en été à droite. Et on voit tout de suite les grosses différences selon le modèle pilote. Donc, le CanASM5, qui est un modèle plus chaud, il produit un réchauffement climatique beaucoup plus important à la fin du siècle que le CNRM, par exemple, ou le MPI, qui est plus froid. Donc, si on se concentre sur le nord du Québec, par exemple, avec le SSP 126, on a un réchauffement de plus de 10 degrés Celsius et les températures moyennes sur 30 ans sur l'année. C'est chaud. Alors qu'avec le MPI, comme pilote, c'est plutôt 3, 4 ou 5 degrés. Et en hiver, le réchauffement est plus important qu'en été. Donc, évidemment, avec le SSP 370, c'est un scénario plus pessimiste. Et là, avec le CanASM5 comme pilote, plus le Canada brûle quasiment, c'est 10 degrés de réchauffement au plus sur presque tout le Québec en hiver. Et en été, c'est de 5 à 10 degrés presque partout en Amérique du Nord avec des points plus chauds. Alors qu'avec le MPI et le CNRM comme pilote, c'est un peu plus. Le réchauffement est un peu plus atténué, mais ça reste avec le 3.0, c'est un gros réchauffement à la base. Et là, je vais présenter un peu différemment les données. Dans le fond, ici, je vais présenter la moyenne de l'ensemble et j'identifie des zones assurées là où il y a au moins un membre de l'ensemble qui a un signe de changement différent. Donc, ça démontre les points gris où
les membres de l'ensemble ne s'entendent pas sur le signe du changement. Donc, ici, c'est l'ensemble MRCC5 CNF6 qu'on a actuellement avec le SSP 370. Donc, on a 3 membres pour l'instant. Et on voit que, sans surprise, les modèles, les membres s'entendent sur un réchauffement presque partout d'ici la fin du siècle, avec le réchauffement plus important en hiver. Donc, le moyen des 3 membres, c'est un réchauffement de plus de 10 degrés sur le nord du Québec. Et il y a juste la région du nord de l'Atlantique qui a un réchauffement plus faible. Et il y a un membre qui a un refroidissement, en fait. C'est quelque chose qui est observé aussi. Et encore une fois, réchauffement plus faible pour la SSP 126 et un peu plus de zones d'incertitude sur le signe du changement parmi les 3 membres. Pour les précipitations, vous voyez à droite avec le 126, en fait, dans les deux scénarios, il y a plus d'incertitude sur le signe du changement. Encore une fois, c'est les précipitations moyennes annuelles, en fait, saisonnières, mais en moyenne sur 30 ans, donc ce n'est pas les précipitations extrêmes, c'est rien comme ça. Mais, par exemple, sur le Québec, les 3 membres de l'ensemble SSP 370 s'entendent sur une augmentation des précipitations moyennes en hiver, surtout au printemps, dans une moindre mesure à l'automne, et en été, c'est plus incertain. Il y a certains membres qui projettent une diminution des précipitations en hiver, à l'été. Mais avec le 1.2.6, il y a beaucoup plus d'incertitudes entre les simulations. Les changements sont moins importants. Mais les patrons en général sont similaires, avec un assèchement dans le sud-ouest du continent et l'augmentation des précipitations dans le nord. Et enfin, pour comparer les deux ensembles, donc à droite maintenant, on a l'ancien ensemble MRCC5 piloté par 4 membres de CMIP5, suivant le scénario RCP 8.5. C'est ça, c'est le même graphique, mais à gauche, c'est l'ensemble CMIP6 370. Et on voit que pour la fin du siècle, encore une fois, c'est 3 membres, 4 membres, c'est les différences entre les modèles choisis, mais les changements sont assez cohérents entre les deux ensembles. Si on compare en hiver, par exemple, le nord du Québec réchauffe de 10 degrés de réchauffement. On voit que l'ensemble CMIP6, tel qu'on l'a actuellement, est un peu plus chaud en général pendant toutes les saisons. Ça, c'est en partie avec le canal SM5 qui est plus chaud, la moyenne de l'ensemble est assez chaud. En général, le Nord SM2, en fait, le Nord SM2, c'est le modèle le plus froid de notre ensemble, donc ça va modifier la moyenne de l'ensemble quand et si on aura les données de ce modèle-là. Et le portrait est similaire pour les précipitations aussi, donc en général, les deux ensembles sont cohérents avec certaines différences. Donc, ma dernière section, je vais présenter les modèles, les changements climatiques, mais en termes des niveaux de réchauffement planétaire. Donc, dans le dernier rapport du GIEC, le GIEC a décidé de présenter les résultats un peu différemment. On est habitué à regarder sur des périodes, un changement climatique 2071-2100 par rapport à la fin du 20e siècle. Il y a une façon complémentaire qui permet certaines choses. Donc, on sait déjà que, on l'a vu, le climat à la fin du siècle dépend beaucoup premièrement du scénario d'émission, donc les choix politiques vont être faits, mais aussi du modèle pilote, parce qu'il y a des modèles qui ont une sensibilité climatique plus grande, il y a des différences entre les modèles. Donc ici, j'ai mis les anomalies de température par rapport à la période pré-industrielle pour nos 4 pilotes, les membres SSP 370. Donc, 2 degrés Celsius, c'est la limite, le seuil de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à un maximum de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et on voit que, par exemple, avec le canal SM5, en 2100, on est rendu à plus de 6 degrés de réchauffement planétaire, alors qu'avec le Nord SM2, c'est vers 3 degrés de réchauffement planétaire. Donc,
il y a beaucoup de variables climatiques qui sont fortement liées au réchauffement planétaire. Donc, le climat à la fin du siècle dans le Canada SM5 est très, très différent du climat à la fin du siècle dans le Nord SM2. Mais au lieu de regarder dans le temps, on peut aussi regarder à un niveau de réchauffement. Donc, par exemple, un monde à 2 degrés, pour beaucoup de variables climatiques, le changement va être très similaire, peu importe la façon, combien d'années ça prend pour y arriver. Ce n'est pas le cas pour toutes les variables, mais pour certaines. Donc, on va regarder, on va prendre, par exemple, l'année où on dépasse 2 degrés, puis on prend plus 15 ans, moins 15 ans, et on regarde la moyenne climatique à ce niveau de réchauffement-là. Aujourd'hui, je vais présenter à 3 degrés de réchauffement, mais on peut regarder à 2. Par exemple, au moment où on va dépasser, si on dépasse le seuil de l'accord de Paris, à quoi va ressembler le climat? Et dans le fond, au lieu d'avoir notre incertitude en termes de scénario d'émission, en termes du modèle, on va avoir l'incertitude sur en quelle année ces seuils-là vont être atteints ou dépassés. Donc, le GIEC a évalué avec différentes données les meilleures estimations et les fourchettes pour les différents niveaux de réchauffement selon le scénario d'émission. Puis pour 2 degrés Celsius, avec les 3 SSP les plus pessimistes, disons, 2 degrés devraient être atteints au milieu du siècle et 3 risquent d'être dépassés avec au moins le SSP 370 d'ici la fin du siècle. Ça met, la perspective change un peu, mais c'est une autre façon de regarder. Et ici, je compare les résultats au niveau de réchauffement de plus 3 degrés, donc la période de 30 ans où on dépasse 3 degrés de réchauffement. Et cette période-là est différente pour chaque modèle pilote, parce que la climatique varie, comme j'ai montré. Et en bas, je présente les résultats pour la fin du siècle que j'ai déjà présenté, pour le changement de température. Et on voit que là, à plus 3 degrés, il y a beaucoup moins de différence entre les pilotes que ce qu'on voit si on regarde juste la fin du siècle. Donc, à 3 degrés sur le Québec, en général, les trois pilotes projettent des réchauffements de 5 à 10 degrés en hiver. Et on était un peu moins. Donc, il y a encore des différences entre les modèles pour plein de raisons, mais les résultats sont beaucoup plus cohérents entre modèles, pilotes, entre simulations, que si on regarde la fin du siècle, où là, dans le Canada SM5, on a des réchauffements de plus de 10 degrés. Et encore une fois, la même chose que j'ai présenté. Dans le fond, à gauche, c'est l'ensemble CMF6. À droite, c'est l'ensemble CMF5, piloté CMF5, piloté CMF6, pour un niveau de réchauffement de 3 degrés Celsius. Et on voit encore une fois que c'est très cohérent entre les deux ensemble. Donc, on a 3 modèles différents qu'on n'avait pas avant, mais à un niveau de réchauffement donné, le changement climatique, le patron est très, très similaire. Et même chose pour les précipitations, c'est très cohérent. Donc, c'est ça, la toute dernière section. En fait, j'ai menti quand j'ai dit que c'était la dernière, mais là, c'est la dernière pour elle. On regarde simplement le changement climatique sur le Québec. Donc, tous les points gris au Québec. C'est une façon très simpliste de regarder les différences entre les modèles. Et ici, on a c'est un peu comme ce que Dominique a présenté pour l'évaluation des modèles. Dans le fond, on a le changement moyen de la température moyenne ici et le changement de précipitation en millimètres par jour, donc fois 365 précipitation annuelle. Et on a un point pour chaque modèle, chaque membre de notre simulation, de notre ensemble. Donc, en bleu, c'est les simulations SSP 126. En rouge, c'est 370 et la forme varie selon le membre. Et on voit que pour la fin du siècle, avec notre ensemble actuel, on a beaucoup de variabilité selon le membre. Donc, le CANESM5, le 370, on a un réchauffement moyen de 11 degrés pour le Québec, 0,9 mm par jour d'augmentation des précipitations. Alors qu'avec le MPI SSP 126, on est plutôt vers 2 degrés de réchauffement.
Et si on le compare avec notre ensemble, plus grand ensemble de modèles pilotés CanoSM CNET 5, mais on voit que déjà, avec juste 3 membres, on a une plus grande fourchette de climat potentiel pour le Québec que ce qu'on avait avec l'ensemble CNET 5. Donc, c'est positif et négatif selon votre façon d'utiliser les données. En fait, il faut en être conscient que si on a des membres très différents, ça va produire des climats très différents. Il faut bien choisir ce qu'on utilise comme données de l'ensemble. Mais encore une fois, si on regarde à 3 degrés de réchauffement, en fait, on a beaucoup moins de variabilité entre les membres. Et on voit que dans les deux ensembles, en fait, à 3 degrés de réchauffement planétaire, on est entre 4 et 6 degrés de réchauffement sur le Québec et entre 0,3 et 0,5 mm par litre d'augmentation de l'émission. Donc, c'est ça. C'est 2 façons de voir les données. Il faut juste garder en tête les différences entre les données. Bon, maintenant qu'on va vous présenter ça, comment faire pour accéder aux données? C'est une question à finaliser, comme vous voyez. J'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc, comment on faisait avant? La phase précédente, on va mettre CC5, CNET5. Il y avait, disons, 3 façons d'accéder aux données. Nous contacter, souvent, on avait des collaborateurs directs à qui on envoyait des données via Globus ou quoi que ce soit. Les gens pouvaient aller les chercher. Il y avait sur le SGF, donc Earth System Grid Federation, qui est la façon officielle d'accéder les données de Cordex, des projets CNIP, sur lesquels on avait déposé nos données. Et il y avait aussi Cordex d'Amérique du Nord, non, ENA Cordex, qui avait son propre site web avec une nomenclature différente de l'EFGF, c'est un peu particulier, mais sur lequel on y avait certaines données également qui étaient disponibles. Donc, les gens pouvaient avoir les données. Là, il y a certaines difficultés parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on n'a pas accès à aucun nœud EFGF pour déposer les données. Le nœud EFGF qu'on utilisait auparavant, c'était le nœud européen. Et pour l'instant, on n'y a pas accès. Et il n'y a pas de nœud actuellement en Amérique du Nord auquel on a accès. Il y a des nœuds ailleurs, mais qui sont réservés aux données modèles globaux. Donc, il n'y a rien pour les modèles régionaux. Pour le SGF. Et pour ce qui est de nos Cordex, en fait, bon, il y avait des subventions NCAR, ils n'ont plus de subventions NCAR, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. On travaille fort là-dessus. Quand je dis nous, c'est étant ici. On fait vraiment des efforts pour débloquer ça, mais c'est également en discussion avec Environnement Canada, avec ENA Cordex. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de structurer ça, parce que ça n'a juste pas de sens, honnêtement. Donc, maintenant, si vous voulez avoir accès aux données, il y a toujours la partie, nous écrire. Okay? On s'entend que c'est de manière limitée. C'est ça, mais c'est ça. Bon, mais c'est possible. Et c'est dépendant de vos demandes, tout ça, il y a peut-être moyen qu'on organise quelque chose, mais on s'entend qu'on ne peut pas répondre à des requêtes parce que, non, on n'y arrivera pas. Mais ce qu'on est en train de développer à l'interne, il y a de rendre certaines données disponibles sur Pavix. Okay? Et également d'avoir un nœud Globus qui serait accessible à l'externe, sur lequel on va aussi mettre des données. C'est présentement en construction, okay? Donc ce n'est pas accessible maintenant, mais c'est dans l'horizon, je dirais, un horizon de prévision saisonnière. Okay? Pas un horizon climatique, ni un horizon de prévision numérique du temps, mais donc c'est ça, quelques mois. Okay? Donc ça va, parce que vraiment, on veut que les gens utilisent nos données, c'est un peu bête, là. C'est ça, donc ça va être à venir. Il y a quand même moins d'incertitude que la prévision saisonnière. Ah, OK, oui. Oui, non, vraiment, on travaille fort là-dessus, puis vraiment, je remercie beaucoup la mobilisation à l'interne pour ça, parce que c'était un peu désespérant de travailler aussi fort pendant des années, puis que finalement, les données ne soient pas disponibles nulle part. C'est un petit peu donnant. Ensuite, via le SGF, j'ai mis allumer les lampions, ça bouge quand même un petit peu. On a des discussions avec l'Environnement Canada, même avec l'UCRP, avec Cordex et tout ça pour essayer de faire bouger les choses. Mais bon, c'est ça. Disons que ça, c'est ça. Il y a un petit peu plus d'incertitude à ce niveau-là, mais il y a quand même de l'espoir. Okay? Donc, c'est ça. Et ce serait quand même la façon
la plus adéquate pour distribuer les données, surtout à l'international, parce qu'il faut rappeler que Cordex, c'est un projet international et nos données ont été utilisées dans la phase précédente dans plein d'analyses. Plein de choses dans lesquelles on n'est pas nécessairement impliqué, mais les gens avaient accès aux données. On avait produit des données pour l'Amérique du Nord la dernière fois, mais aussi pour l'Amérique centrale. Et donc, nos données se sont retrouvées utilisées en plein de projets et c'est quand même dommage de se fermer cette porte-là. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Mais comme je vous dis, c'est vraiment en développement. Donc, on est rendu aux conclusions. Donc, ce qu'on vous a présenté, c'est le nouvel ensemble de simulations du modèle régional canadien du climat version 5, piloté par CNIP6, produit à Uranus. Okay. Petit rappel, c'est sur l'Amérique du Nord à 0.11 degrés de résolution. Les scénarios d'émission choisis prioritaires, c'est SSP126 et 370. Mais on garde quand même en tête SSP 245 et SSP 585. Comme vous avez vu dans le tableau qu'on vous a présenté, il y a une simulation pour l'instant SSP 245, mais il n'est pas impossible qu'on en fasse d'autres par la suite. Pour répondre aux standards de Cordex, maintenant, il y a plusieurs variables à 2 dimensions qui sont archivées de manière horaire. En fait, je pense qu'il y en a 19, si ma mémoire est bonne. C'est quand même un changement par rapport à la version précédente. Il y avait seulement la précip qui était disponible horaire. Globalement, par rapport à l'ensemble, MRCC5, CNIP5, bon, il est plus chaud à la fin du 21e siècle. Je pense que vous l'avez vu avec tout ce que ça a montré. Non, mais les résultats des 2 ensembles sont quand même cohérents. Et notamment, si on utilise la façon de regarder avec les niveaux de réchauffement, on ne dit pas qu'il faut regarder le changement avec un niveau de réchauffement, on dit juste que c'est une autre possibilité. Okay? Dépendant des usages, je pense que les 2 façons sont tout à fait valables. C'est ça, mais il faut juste avoir conscience des limitations de l'une et de l'autre et de où se situent les incertitudes qui sont choisies une option plus que l'autre. Donc, rappel pour sur l'ensemble CNIP6 de façon générale, donc pas juste pour les données qu'on produit, mais de manière générale. C'est sûr que si vous démarrez une nouvelle étude, ben, en fait, on conseillerait d'utiliser les nouvelles données. Là. Dans la mesure où elles sont disponibles, ce n'est pas toujours évident. Mais s'il y a des études existantes, vous l'avez vu, je dis, les données sont, c'est cohérent avec ce qu'on a fait avant. Puis c'est seulement s'il y avait vraiment des limitations qui avaient été identifiées, vraiment des déficiences qui avaient été identifiées dans la littérature scientifique pour les données de CNIP5 pour lesquelles il faut vraiment à ce moment-là recommencer des études. Mais a priori, ce qui a été fait avant, je veux dire, bon, ça ne changera pas grand-chose de tout recommencer une étude une étude de la même façon, regarder les mêmes choses avec l'ensemble, le nouvel ensemble, ça va donner à peu près les mêmes résultats. C'est clair que pour une nouvelle étude, ben, c'est mieux. Donc, ce qui est à venir, bon, on espère dans le SM2, mais comme je vous ai dit, pour l'instant, on est mettons que les neurones travaillent fort pour essayer de comprendre pourquoi. Fait qu'on est là-dessus. Il y a faire d'autres simulations avec SSP245. On a commencé notamment parce que sur le site de portrait, c'est SSP245 qui a été choisi. Donc, on a évidemment, c'est un tout, là, même si on a on choisit de suivre ce qui est les recommandations de Cordex. On fait partie d'Uranus, donc on produit aussi des simulations avec SSP245 dans les limites de ce qu'on fait. Donc, il y a aussi, pour ce qui est de la MRCC6 GEM5, en collaboration avec l'UQAM, qui est développée je vous dis, à l'UQAM, mais pour laquelle on participe aussi. On commence à faire des simulations des simulations test, je dirais, présentement. Éventuellement, on va faire des simulations en mode climatique, également en mode convection explicite, ce qui est possible avec le MRCC6 GEM5. Et maintenant, on va continuer à produire des simulations pour des projets spécifiques. Là, j'en ai nommé qu'on a fait récemment, qui sont en cours présentement, dans le célèbre projet Forêt-Gazon. J'adore ce nom de projet. Également, la collaboration avec CCCMA dans les projets Events and Contribution, pour le projet EVAC2, ce sont des simulations spécifiques qui ont été faites au cours des dernières années, qui sont même en cours présentement. Et évidemment, on va continuer à produire des simulations spécifiques pour le projet. Peut-être d'autres domaines Cordex, c'est ouvert. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain manque de représentativité, de variabilité des modèles régionaux sur l'Amérique du Nord. Je n'en ai pas parlé, mais jusqu'à présent, on est les seuls qui avons fait des simulations Cordex en Amérique du Nord, pour différentes raisons. Beaucoup des raisons politiques aux États-Unis, des raisons de financement et tout ça. Alors que sur d'autres domaines, évidemment, en Europe, il y a déjà plein de données disponibles et tout ça. Donc, on pense peut-être que c'est des idées, il n'y a rien de concret, là, mais peut-être collaborer avec des endroits où il manque de données, dire, OK, on pourrait peut-être faire une ou deux simulations
chez vous, puis vous en faites une ou deux sur notre domaine pour essayer d'accroître la représentativité des modèles régionaux parce que c'est un problème actuellement. Les gens d'Anacordec s'en sont conscients. C'est pas ça. Puis il y a des gens qui veulent travailler là-dessus. Mais je veux dire, notamment aux États-Unis, des fois, ils ont moins de... Quand tu déposes une demande de financement que tu peux répondre pourquoi tu simules le Canada, je veux dire, ça les désavantage. En fait, c'est simule le domaine Cordex plutôt que de simuler uniquement les États-Unis. Donc, c'est un problème qui dépasse, mais qui fait qu'il y a vraiment moins de simulation régionale en Amérique du Nord que sur d'autres domaines. Donc, c'est ça. Donc, on vous a présenté l'équipe de simulation. Comme je l'appelle, c'est un travail d'équipe. Même si c'est moi qui en parlé, tout le monde contribue. C'est sûr que je remercie ma gang que j'adore. Et c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tiens, je vois les mains de Martin. Oui, tu peux y aller. Plus que l'on regarde le scénario 7.0 de CVP6 ressemble beaucoup au 5 de CVP5. Moyen de combiner les deux ensemble puis faire avoir un ensemble régional plus grand qui couvre une plus grande diversité. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la place? Mais comme j'ai montré pour les niveaux de réchauffement, je pense que c'est très raisonnable de faire ça parce qu'avec le niveau de réchauffement, tu peux combiner les différents SSP, tu peux combiner, mais tu peux mettre, c'est la même chose, tu peux combiner RCP 8.5 et 3.7.0 parce que les résultats à 3 degrés sont cohérents entre les deux. C'est ça. Et justement, en fait, ce serait pas nécessairement pour le faire avec le niveau de réchauffement, donc avec les séries temporelles, justement, c'est un argument juste pour dire que les deux ensembles se ressemblent à des niveaux de réchauffement équivalents. Mais pour une date donnée, si on prend les séries temporelles en mélangeant les deux ensemble, on pourrait couvrir une plus grande partie de l'incertitude qui est un peu le problème qu'on a ici par rapport aux différents ensembles. Je te dirais que c'est des questionnements qu'on a, notamment pour les variables qui sont spécifiques peut-être à ce que nous, on fait ici. Par exemple, le verglas, qu'on veut mettre l'automne sur portrait, je peux le dire. On veut. Oui, on veut. C'est ça l'objectif. C'est ça. Et pour lequel, en fait, il n'y a que les simulations du MRC5 qui ont des verglas. Donc, on ne peut pas aller chercher. Ça fait un très, très, très petit ensemble. Donc, je ne sais pas comment on va le faire, mais ça fait partie des questionnements qu'on a. Est-ce qu'on combine tous les ensembles? Est-ce qu'on présente les données de quelle façon? Mais oui, ça fait partie des questionnements parce que sinon, on se retrouve avec une représentativité qui est vraiment limitée uniquement au MRCC5. Juste une question en ligne. Hélène Brière. Vous avez la main levée? Oui. Non? Ah, je ne la vois plus. OK. Bon, OK. Sinon, j'ai vu Juliette après Gabrielle. Tu viens de mentionner que dans les niveaux de réchauffement global, on peut mélanger les scénarios, mais je me demandais sur tes dernières figures, tu avais juste rayé 1, 2, 6, tu les avais comme pas inclus. Dans ça, je me demandais, ça se rend pas, mais Canada 5 doit quand même se rendre à 3 degrés, même à 1,6. À 1,6, non, mais ça dépend aussi comment tu calcules. Moi, j'ai calculé les niveaux de réchauffement sur 30 ans. Peut-être si tu le fais sur 20 ans, ça pourrait se rendre, mais c'est ça. De ce que j'ai vu, ça ne se rend pas. C'était juste parce que ça ne se rendait pas. C'est ça, je n'ai pas expliqué. Oui, c'est un bon point, je n'ai pas expliqué ça, mais c'était réel parce que ces modèles, ces simulations ne se rendaient pas d'ici 2100, qui est la fin de simulation, à ce niveau de réchauffement. Gabriel. Une question sur le choix des pilotes. Dans la version précédente de Cordex, il y avait l'air d'avoir eu une certaine coordination entre les centres régionaux. Il y avait peut-être, je sais pas, 5 pilotes qui étaient utilisés par pas mal tout le monde. Là, j'ai l'impression que c'est pas mal juste Uranus qui a fait le travail d'aller voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Est-ce que c'est à cause de ce que tu expliquais à la fin où il y a des problèmes avec les autres centres ou il y a d'autres raisons? Bien, il y a différentes raisons. L'UQAM est en train de travailler là-dessus présentement aussi. Mais c'est simplement, je pense qu'on était prêts avant les autres parce que on n'a pas changé de modèle, c'est le même modèle auparavant. Il y a une réunion Cordex cet automne. On organise une réunion spécifique pour l'Amérique du Nord pour essayer de structurer ça un petit peu. Mais avant même de regarder quels pilotes sont disponibles, il faut que les gens puissent faire des simulations.
Et je te dirais qu'au niveau canadien, notamment avec l'UQAM, là, on échange beaucoup avec l'UQAM, puis tout ça, c'est coordonné. Mais ça fait MRC5, MRC6, là, et c'est quand même à la base des modèles très, 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 très proches. C'est ça. Puis aussi avec le CCMA, que le CAN-RCM, on se coordonne, mais ça fait quand même un ensemble assez limité. Mais c'est une question qui va être abordée à la réunion Cordex cet automne parce qu'on en est conscient. En Europe, ils sont hyper structurés. Ils ont choisi certains modèles en fonction de certains critères de représentativité pour certains phénomènes importants en Europe. Là, nous, on n'en est pas là. OK, c'est ça. Puis encore une fois, en simulation, on est 6. Fait que là, c'est comme si on... Ça fait beaucoup de poids sur les épaules de 6 personnes, je te dirais, mais on en est... Hélène Brière, toi, vous êtes revenue, puis après ça, il y a Biliana, je ne sais pas. Madame Brière. Oui, merci beaucoup. J'ai un petit ennui de connexion. Donc, ma question, c'est, bon, je suis relativement nouvelle dans le domaine et là, je suis sur le portail climatique et je vois qu'on a les résultats pour les scénarios 2, 4.5, alors que dans la présentation à la diapo 11, vous présentiez comme quoi que c'était en cours d'être roulé. Donc, pouvez-vous m'expliquer les différences? C'est peut-être l'échelle, je ne sais pas? Oui, en fait, je dirais que quelqu'un d'autre est mieux placé que moi pour répondre, mais en fait, ce ne sont pas les données du MRCC qui sont actuellement sur le site de portrait climatique. Ce sont les données de modèles globaux qui ont été mises à l'échelle de manière statistique. Et donc, le choix qui a été fait à Ouranos sur le site de portrait, c'est de mettre les données avec les scénarios qui sont les plus probables. Là, je me suis avancée, fait que je ne sais pas si David, Elpi ou Diane veut corriger, mais sinon, si ça vous semble correct ce que j'ai dit, vous pouvez compléter. Bien, ça me va, mais je voudrais ajouter quand même, par exemple, le verglas, on va prendre des modèles régionaux. On ne l'aura pas des globaux. Donc, il s'ajoute, tu sais, c'est de la... On essaie d'optimiser ce qui est disponible. Et avec les modèles régionaux, on va ajouter plein de nouvelles informations. Et à terme, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir les résultats des modèles régionaux sur le portail climatique? Oui? Tout à fait. C'est prévu. On va pouvoir commencer par le verglas pour rajouter quelque chose de différent qui n'est pas disponible avec les modèles globaux, là, mais ça fait partie. Super, bien, merci beaucoup. Plaisir. Biliana? Oui, bonjour. Merci Dominique et Chris pour l'excellente présentation. J'avais une question par rapport au réchauffement, ce qui est calculé par le GCM et par le MRCC. Il me semble que MRCC, peut-être je me trompe, amplifie beaucoup le réchauffement sur Québec ou sur Canada au total. Peut-être je n'ai pas regardé le numéro. Est-ce que vous avez regardé ça un peu plus de près? Combien, c'est quoi la différence en effet des changements qui sont prédits par le GCM et par le MRCC? Donc, est-ce que c'est une grande différence? Non, c'est pas une grande différence. J'essaie de trouver la graphique. Non, comme vous voyez, j'ai beaucoup plus de cartes que je n'ai pas présentées. Heureusement pour vous, mais j'avais regardé le pilote versus le modèle régional, mais c'était le patron, je ne l'ai pas ici, mais les patrons étaient presque identiques pour les réchauffements moyens. Okay. Mais au niveau de différence absolue relative, il faut regarder les cartes. Ouais, je ne peux pas aller dans le détail, mais mettons la carte. Comme ce type de carte-là. Mettons, ces cartes-là, pour une même période ou un niveau de réchauffement, le patron des pilotes était très, très similaire. C'était peut-être, je ne me souviens pas dans quel sens, c'était un peu chaud, un peu plus chaud, un peu plus froid l'un ou l'autre, mais c'était généralement très, très similaire. Okay. C'est la façon de faire du GIEC. Ce qui est utilisé, tu as suivi la façon qui est utilisée dans le dernier rapport. Ah, pour le niveau d'accord? Le niveau de réchauffement. Oui, pour les niveaux de réchauffement, oui. OK, mon impression est donc fausse. J'avais l'impression que MRCC réchauffe plus que GCM. Je ne sais pas pourquoi. Puis je ne me souviens pas, c'est peut-être un peu plus, mais le patron spatial était plus. Mais tu l'as montré au début. Pour le billet, pour le film à passer, oui. Ouais. Mais pour le futur, c'était le changement, ça c'était très...
Ok, merci, c'est correct. On va parler après. Alain Maillot? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Dominique puis Chris, très intéressant. Ma question, c'est la suivante, c'est au-delà de confirmer bon, ce qu'on sait depuis un certain temps, ce serait quoi pour vous la variable gagnante ou l'aspect, la part majeure, j'ose pas utiliser la plus-value parce que je sais que c'est un terme qui est modélisation régionale qui est un peu chargé, là, mais de cet nouvel ensemble-là par rapport à ce que vous avez simulé antérieurement. Là. Je comprends que c'est un nouvel ensemble, c'est MIP6, mais est-ce qu'il y a un apport très important, vous voyez, quelque part qu'on devrait explorer? Là? Oui, je dirais quoi la question qui tue? Ben, c'est sûr qu'il y a des apports, c'est vraiment par rapport au fait qu'on a une nouvelle résolution, par rapport qu'on a des données horaires, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, ça permet d'explorer des choses qui n'ont pas été explorées auparavant. C'est sûr que juste regarder le changement climatique, tu regardes la température moyenne sur le continent, ça ne changera rien, là. Ça va être pareil. C'est d'aller explorer d'autres variables, d'autres études par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre idée. Pierre, vas-y, aide-moi, merci. Non, mais par rapport à CMIP6, quand même, CMIP6 versus CMIP5, les modèles globaux sont améliorés. Là. Donc, la résolution a changé, tout ça, les pilotes ont changé. Donc, la mise à l'échelle, même si c'est le même modèle, devrait s'être améliorée. Puis, ça va nous préparer aussi vers notre prochain modèle. On va avoir une base de données. C'était une étape qu'il fallait absolument faire pour pouvoir franchir la prochaine étape. Et l'autre chose, c'est qu'on se prépare à exploiter plus les données. Puis, c'est cet ensemble-là, donc, va nous conduire. Il y a aussi, ben, comme j'ai présenté, on couvre une plus grande gamme de climats potentiels, ce qui est intéressant selon l'étude. On peut aller regarder un monde à 5 degrés plus chaud avec le modèle de simulation piloté CANEUSM5 SSP 370, ce qui n'est peut-être pas réaliste, mais c'est peut-être intéressant. On a des données extrêmes, d'un climat extrême, que parfois ça nous permet d'identifier des choses pour y arriver. Donc, je peux peut-être ajouter un dernier point à Alain. Donc, quand même, le CMIP6 versus CMIP5, on le voit bien au Canada, là, il y a une grosse différence avec le modèle global d'Environnement Canada. Fait que donc, nos travaux vont permettre d'influencer le travail qui se fait au Canada au terme des modèles globaux. Fait que, ça fait partie de la démarche scientifique canadienne. On voulait juste préciser que je ne voulais pas... Je ne voudrais pas remettre en cause toutes ces choses-là. Je pense qu'effectivement, c'est un incontournable de faire ça. Là. Mais ma question, c'était plus, puis je pense que Dominique y a répondu, là, en archivant des données horaires pour plusieurs variables. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir la liste des variables en question. Je pense qu'on peut explorer des choses qu'on n'a pas pu explorer jusqu'ici. Moi, je pense entre autres à la relation, parce que j'ai un étudiant au doc qui finit là-dessus, la relation de précipitation extrême température. Il y a beaucoup de choses intéressantes à aller chercher là-dessus. On l'a fait avec nous à Climex, puis clairement, avec ce nouvel ensemble-là, puis en plus 4 pilotes différents, donc 4 sensibilités climatiques différentes, ça serait très, en tout cas, je vous dis, ça va être très intéressant de regarder ce genre de relation-là, puis il y en a une tonne d'autres, évidemment. En fait, Alain, j'étais tellement certaine que tu allais demander c'est quoi les variables de horaire que j'ai failli écrire à cet acte spécifiquement pour Alain Maillot. OK? Non, mais je sais que ce n'est pas le temps de parler de ça puis présenter ça. Ah, mais tu l'as fait, OK, je la vois. Là. Il y a la liste, là, c'est OK. ça. Pour faire le bilan radiatif, les variables de précipitation, de vent. Tu me connais bien. C'est ça, c'est des noms. Oui. Jonathan Gadouri. Oui, salut Dominique, merci pour la présentation. Juste curieux, est-ce que, bon, concernant rendre les données disponibles, est-ce que ça va être un petit peu plus simple à usage commercial ou est-ce que ça va être faisable? Parce que je sais qu'en ce moment, avec les licences et tout ça, on a quand même pas mal de difficultés à utiliser les données
Urana se distribue? Oui, c'est une excellente question. Je peux dire que par rapport aux données SIMEPSIS, c'est beaucoup plus ouvert maintenant. Okay? Il y a, je pense que la restriction commerciale a été levée. Okay? Pour l'instant, en fait, on est en train de travailler là-dessus. C'est des ententes qu'on a avec Environnement Canada, avec l'UQAM par rapport à la distribution des données. De notre côté, il y a cette volonté-là, okay? Parce que c'est juste ingérable, mais il va falloir qu'on respecte les ententes. Donc, on est conscient du problème et on est vraiment, ces jours-ci, en train d'en discuter pour essayer de rendre les données plus accessibles, disons. OK, bonne nouvelle, merci. Phil, après ça, Pierre. Philippe, Lucas Piché, excusez. Oui, je suis là. Merci pour la présentation, super intéressant. Quand je regardais l'augmentation de température dans le nord en hiver, je suis vraiment impressionné par la différence entre les différents GCM ou les différentes simulations forcées avec différents GCM. Je ne sais pas si vous pouvez ramener la diapo. Puis là, je me posais la question, OK, oui, le modèle canadien global est vraiment chaud, puis bon, ça explique en partie les différences qu'on voit. On revenez peut-être, ouais. Puis, ouais, tu as passé tout droit, mais c'est pas OK. Fait que je me posais la question, le modèle canadien régional du climat, il n'est pas couplé. Hein? Fait que là, il faut forcer la SST, puis il faut forcer aussi la glace de mer. Puis là, je me posais la question, la glace de mer vient d'un modèle global, est à une résolution grossière. Puis là, comment on interpole ça sur le Canada, mettons à 12 km, mettons dans l'archipel canadien? Est-ce que la glace de mer est bien interpolée ou qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas vraiment de valeur? En tout cas, je vais juste poser la question parce qu'à une résolution de 12 km, les canaux dans l'archipel canadien doivent commencer à être bien représentés. Puis je me demande si la glace est peut-être mauvaise dans ce coin-là. Michel, Point plus proche. le point le plus proche. C'est la façon de faire. C'est pour ça un peu qu'on a regardé l'évaluation rapidement, mais la glace de mer. C'est sûr que les modèles globaux, ils ont des biais de glace de mer. Là, c'est comme MRC65 comme MRC65, ce ne sont pas des modèles qui sont couplés avec aucun océan. Ça fait partie des plans lointains, là, mais bon. Il y a déjà eu des tentatives là-dessus, mais bon, ça, pour l'instant, c'est ça. C'est clair que les biais qu'on importe qui proviennent des températures de surface de mer et de la glace sont directs. Les biais du GCM sont directement importés dans le MRC, mais il y a une interpolation qui est faite à la résolution du modèle régional. C'est le mieux qu'on peut faire tant qu'on n'aura pas accès à des modèles. OK, mais juste pour dire, le modèle canadien, lui, est peut-être à 300 km, tandis que les autres sont peut-être à 150 km de résolution spatiale. Il n'est pas à 300, mais il est quand même moins, il n'est pas aussi gros que ça. Mais oui, je veux dire, mais à ce moment-là, on interpole avec le point le plus proche, l'endroit où on est. C'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant. Oui, je comprends, mais ça peut peut-être amener des biais ou amener de la glace parce qu'il n'y en a pas, ou etc. Peut-être que ça a des impacts plus grands que ça, qu'on en discutera. Oui, bon. Mais c'est pas une limitation du système actuel. Oui, merci. Bravo pour la présentation. Le travail, surtout, là, qui est derrière tout ça, mais c'est juste le début de beaucoup Mais je vais ramener, si tu peux retourner dans les biais structurels au départ, j'ai une question, moi, celui-là. On voit les biais structurels du MRCC, puis ils sont quand même assez importants, ces grands lacs. Fait qu'on peut déduire que notre modèle de lac fonctionne. C'est pour ça? Oui. Parce que c'est quand même, tu sais, la surface des Grands Lacs, c'est énorme. Le flux d'humidité qui sort de là, on regarde la température, mais c'est la même chose en principe. Puis on est directement impacté par ça. Est-ce que tu veux compléter? Tu veux que je complète? OK, oui, mais en fait, ça fait partie de nos plans, en fait. On en a discuté avec Alejandro De Luca récemment. Ça fait partie de nos plans, en fait, de changer le modèle de lac pour aller vers le modèle qui est développé par Environnement Canada, le CSLM, qui est évalué présentement notamment
par Daniel Nadeau, par Alejandro du Québec, modèle qui a été développé par Murray McKay. Donc, ça fait partie des plans parce qu'effectivement, c'est que les Grands Lacs, c'est important. Puis bon, on n'est pas satisfait des résultats du modèle de lac actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si vous me permettrez, j'aurais une autre question. Donc là, ce que j'ai compris, juste pour savoir si j'ai bien compris, vous avez dit comme quoi que les données horaires, donc à l'heure, pourraient être disponibles avec le modèle régional? Oui, mais ce sont seulement pour, en fait, je pense qu'il y a 19 variables en 2 dimensions dans la surface. OK. C'est ça. La liste, mais c'est l'humidité spécifique, la température, le vent, la précipitation convective, le verglas, tout ce qu'il faut, les variables de radiation pour faire des bilans, ce type de variables-là, la pression, évidemment, les nuages, des choses comme ça. En fait, on a suivi la liste des spécifications de Cordex qui demandait d'archiver certaines variables horaires. Puis on a complété avec ce qu'il fallait, notamment pour le bilan radiatif, là. Il y a beaucoup de requêtes pour Cordex. On ne peut pas tout suivre parce que c'est juste trop. Donc, on n'a pas archivé les variables 3D en altitude horaire, quoi que ce soit, mais on a au moins satisfait aux critères pour les variables 2-dimensionnelles. Donc, oui, ça va être disponible. Donc, on pourrait savoir c'est quoi à peu près une journée type en 2050, par exemple, pour des modélisations énergétiques? Là, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans. Il y a des gens qui hochent la tête et qui disent oui, fait que je veux dire oui, mais c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions. Puis, ça, comme dit Pierre, c'est le début.